bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour la projection de ce film, donc Fedayeen. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc Fedayeen qui se penche donc sur la figure de ce militant communiste libanais, Georges Ibrahim Abdallah, qui est incarcéré en France depuis 1984. Condamné en 1986 pour l'assassinat d'un agent du Mossad et de l'attaché militaire américain à Paris. 2 assassinats qui ont donc été revendiqués par les forces armées révolutionnaires libanaises et qui ont été présentés par cette organisation comme une réponse à l'invasion israélienne du Liban en 1982. Donc depuis 1999, Georges Ibrahim Abdallah est donc libérable puisque sa peine sa peine de sûreté a expiré. 9 demandes de libération ont donc été formulées et toutes rejetées, notamment en raison des ingérences américaines et israéliennes et des pressions de ces 2 pays sur le pouvoir politique en France. C'est ce que le film montre notamment. Le film donc, qui s'articule autour de 3 grands thèmes. D'abord le contexte libanais et palestinien au sein duquel s'est forgée la conscience politique de Abdallah. Puis le contexte de la projection de la lutte en fait, vers l'Europe et les attaques qui ont été donc perpétrées à Paris. Et enfin, les mobilisations, notamment au Liban, mais aussi de la manière dont les mobilisations au Liban s'imbriquent avec le contexte européen et les réseaux de solidarité en Europe. Et c'est sur cette question des mobilisations que porte notre débat ce soir. Nous avons pour ça la chance d'avoir parmi nous 2 intervenants qui ont tous les 2 donc travaillé sur la question des mobilisations en faveur de la Palestine en France. Alexandre Mamarbachi, vous êtes docteur en sciences politiques de Paris-Nanterre. Votre thèse a porté sur les dévouements militants en faveur de la cause des Palestiniens, genèse et transformation d'une cause de 1960 à 2010. Lina Benchekor, vous êtes doctorante en sciences politiques au laboratoire Mésopolis, donc à Aix-Marseille, où vous préparez une thèse sur les trajectoires biographiques et les héritages émotionnels des anciens participants au mouvement du 20 février au Maroc. Vos premiers travaux de recherche ont porté précisément donc sur l'étude des mobilisations pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah en France. Donc je vous poserai une première question à vous, directement connectée au film, puisque précisément le collectif Vacarme, qui a l'initiative de ce film, est directement en lien avec notre sujet, puisque les membres de son collectif sont issus du collectif Palestine vaincra. Donc en quoi, selon toi, la création de ce collectif et le film témoignent d'une évolution des outils et des moyens de la lutte en faveur de la libération de Georges Ibrahim Abdallah? Merci beaucoup pour cette question. En effet, ce film, moi, quand j'ai commencé à travailler sur la mobilisation pour la libération de Georges Abdallah, j'ai vu qu'il y avait un film et un livre qui sortaient sur son histoire et l'affaire. Donc il y avait le livre de Saïd Bouhamama, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, et ce film du collectif Vacarme. Et en fait, il y avait 2 choses. C'est déjà, ça faisait 37 ans que Georges Ibrahim Abdallah était incarcéré, et il y avait très peu d'informations sur lui. Et en fait, ça arrive un peu à ce moment-là où il y a de nouveaux outils qui permettent de faire connaître son histoire. Et donc, d'une part, c'est donc le collectif Palestine vaincra, qui est un collectif toulousain qui, même dans sa manière de militer, a un peu changé son répertoire d'action. Bon, c'est un terme un peu théorique, mais c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup investi les réseaux sociaux, ils ont aussi installé des stands à Toulouse pour faire connaître des prisonniers palestiniens, Georges Ibrahim Abdallah, et donc ils ont un peu innové dans les manières de faire, et c'est vrai que jusque-là, les collectifs qui étaient mobilisés pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah étaient souvent des groupes un peu plus isolés, et là il y avait vraiment une volonté de diffuser davantage avec d'autres outils filmiques je parlais aussi de l'ouvrage qui a été édité par des éditions militantes à Toulouse également, qui s'appelle Premier matin de novembre,
Et donc ça fera un peu le pont avec Alexandre, parce que justement le premier ouvrage qui avait été édité par ces éditions militantes, c'est un recueil de textes de Mohamed Boudia. Et donc voilà, donc il y a vraiment une volonté de militants qui ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans, donc c'est vraiment la génération qui s'est formée au militantisme au début des années 2000, et ça on y reviendra plus tard, qui aujourd'hui, avec des savoir-faire artistiques et techniques, entament des projets qui sont plus grand public, tout en maintenant à côté des activités plus classiques de manifestation, de rassemblement, mais voilà, qui utilisent vraiment toutes ces ressources. Très bien, merci Lina. Oui, ça nous permet de passer directement et de nous plonger dans les mobilisations pour la Palestine des années 60 et 70. C'est ce que vous avez exploré dans votre thèse, Alexandre, et particulièrement la manière dont s'est édifiée cette nouvelle cause en France à partir en fait du précédent algérien. Donc c'est dans vos travaux que vous montrez justement qu'il y a eu un transfert en fait entre les dévouements en faveur de la cause algérienne vers la Palestine. Donc c'est peut-être cette première question sur le contexte aussi algérien, ou enfin des mobilisations des populations issues de l'immigration en France. Je pense notamment aussi à la manière aussi dont les événements en Algérie ont pu impacter les mobilisations en France avec le coup d'État de 65 de Boumedienne. Donc vous montrez aussi dans vos travaux comment l'exil aussi a participé à redéfinir ces mobilisations. Donc peut-être d'abord se pencher sur la connexion avec l'Algérie avant d'aborder d'autres sous... C'est une question vaste, donc on va rester sur des objets bien précis. D'accord. Bon, bonsoir. Alors oui, bon, c'est une question effectivement très intéressante, le lien avec l'Algérie. Tout d'abord, je voudrais dire que, merci pour l'invitation pour ce soir. Je ne vais pas être trop long parce que peut-être que vous êtes un peu fatigué après un film quand même qui dure 1h30. Bon, moi, le film m'a beaucoup intéressé. Je trouve que il y a beaucoup d'images d'archives dans le film qui utilisent donc des films anciens des années 70 et 80. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, le film, c'est un film militant, c'est clair. Hein, c'est pas un film qui prend position, qui voilà. Après, on est d'accord ou pas. Voilà, on pourrait faire quelques critiques au film. Mais maintenant, voilà, par rapport, en fait, moi, donc, ma recherche, je l'ai faite donc dans le cadre de ma thèse. Donc, c'était sur les mobilisations en France en faveur des Palestiniens dans les années 2000. Donc, j'ai commencé en fait, voilà, au milieu des années 2000. Et à ce moment-là, en fait, la cause de la libération de Georges Abdallah, à ce moment-là, elle n'est pas très visible. En tout cas, moi, dans tout ce que j'ai, dans toutes mes enquêtes, tout ce que j'ai vu, les personnes que j'ai rencontrées, la libération de Georges Abdallah, à ce moment-là, elle n'est pas mise en avant. Je pense que le contexte est aujourd'hui différent. Là, depuis quelques années, enfin voilà, avec donc tout ce que tu as dit, Lina, voilà, effectivement, la question maintenant c'est beaucoup plus visible. Voilà, c'est une cause beaucoup plus mise en avant. Y compris par des jeunes. C'est ça aussi qui est un peu curieux. On peut se demander pourquoi des jeunes s'intéressent à cette cause d'un monsieur quand même, voilà, d'une autre génération. Voilà. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même intéressant. Alors oui, donc par rapport, donc effectivement, moi en fait, je me suis intéressé donc en fait à comment la cause des Palestiniens en France, cette cause, elle a donc émergé, et ça m'a amené en fait à m'intéresser effectivement aux mobilisations des Algériens en France, et notamment donc le rôle de l'amicale des Algériens en Europe, voilà, qui a joué un rôle très important pour soutenir le premier représentant en France du Fatah palestinien. Donc c'est Mahmoud Hamshari, et voilà, qui est en fait, lorsqu'il est arrivé en France en 1969, donc c'est la première fois que les Palestiniens ils ont un délégué, un représentant officiel
donc, qui occupe un bureau à Paris. Et en fait, essentiellement, c'est grâce aux membres de l'amicale des Algériens que Hamshari a pu développer ses activités à Paris, en publiant un journal, par exemple, qui s'appelle Fedaïn, donc voilà, le même que le titre du film. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, des articles publiés en français et en arabe dans le but de sensibiliser à la cause. Donc c'était pour toucher un public français. Et c'était surtout des étudiants, en fait, beaucoup d'étudiants arabes, originaires du Maghreb, mais aussi du Mashrek, qui ont diffusé ce journal dans les universités. Et puis, bien sûr, voilà, oui, alors je regarde mes notes parce que je voulais dire quelque chose aussi que j'ai peut-être oublié. Oula. Oui, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est en fait, le film pose la question du comment on passe à la lutte armée, la question de la violence. Et c'est vrai que en fait, en France, les premiers, en fait, les militants qui se sont rassemblés en fait avec l'amicale, dans la grande majorité, il n'y a pas de passage à la violence. La lutte armée, en fait, elle n'est pas en France, elle n'est pas du tout majoritaire. C'est plutôt des figures marginales qui passent à la lutte armée. Et notamment, alors justement, c'est pour faire le lien avec le film, voilà, ce que tu disais, au sein des révolutionnaires algériens qui sont à Paris, et pas seulement à Paris, le RUR, le Rassemblement unitaire des révolutionnaires. Donc, la plupart, ce sont donc des dissidents algériens, dissidents au régime militaire en fait, qui s'est mis en place en Algérie à partir de 1965. Et donc, ces dissidents, dans l'exil en France, ils fondent un collectif, ils publient un journal, et ils vont en fait s'engager très intensément pour les Palestiniens. Et pour eux, c'est une façon en fait de rester fidèles à la lutte de libération nationale authentique. Donc celle qui n'a pas été dévoyée par le régime en Algérie. Voilà. Donc, en fait, ils défendent tout simplement la démocratie. Ils veulent davantage de démocratie dans le monde arabe. Et pour eux, la cause palestinienne, c'est une façon de prolonger ces dévouements donc militants. Alors, une figure importante de ce collectif algérien, c'est Saad Rabsi. Peut-être que vous le connaissez. Voilà, il a été en fait un des responsables de l'amicale des Algériens donc à Lyon. Ensuite, il est venu en banlieue parisienne. Bien sûr, il était membre du FLN. Il était donc la fédération de France du FLN. Donc en fait, il a été un combattant. Il a participé donc parce que lui, il est né en 1929. Donc pendant la guerre d'Algérie, voilà, il a joué un rôle important donc en France. Et par la suite, donc il était un des premiers responsables donc de l'amicale des Algériens. Et après le coup d'État, il est passé donc dans l'opposition. Et à ce moment-là, il quitte l'amicale. Et à ce moment-là, donc, il participe à ce regroupement donc, des militants révolutionnaires. Et en fait, j'ai fait un entretien avec lui. Et voilà, il m'a expliqué voilà, quel était le sens donc de son engagement pour les Palestiniens. Voilà, donc en France. Et effectivement, en fait, tous les éléments que j'ai pu en fait collecter, donc l'entretien que j'ai fait, les archives des journaux qu'on peut consulter, certains on peut les trouver, certaines archives en bibliothèque, mais il n'y en a pas beaucoup.
eh bien, ça éclaire un petit peu effectivement le parcours de Mohamed Boudia. Voilà, donc, qui était donc, voilà, je ne vais pas être trop long, donc je vais m'arrêter là-dessus. Oui. Merci Alexandre, c'est très intéressant, mais justement cette question des dévouements dont tu parles, les dévouements, donc on voit bien comment cette question de la Palestine en France, elle est connectée donc à la question aux évolutions politiques en Algérie, que les dévouements ils sont aussi ils sont connectés en fait entre différents contextes politiques, mais aussi en France, et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des comités Palestine. Parce que là, c'est vraiment la cause des travailleurs immigrés en fait qui importe et qui en fait une forme de dévouement, de déplacement des dévouements, mais sur le territoire national français, sur la question des travailleurs immigrés. Donc, est-ce que tu peux nous parler en 2 mots, parce qu'après le temps passe, des comités Palestine? Oui, d'accord. Alors en fait, les comités Palestine, ils se créent en France, en fait, dans le contexte de l'après mai juin 68. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, enfin, cela dit, le premier comité Palestine a été créé à Nanterre dès fin 1967. En fait, à partir justement des Algériens de l'Amicale dans le bidonville, dans un des bidonvilles donc de Nanterre. Donc à ce comité participent des jeunes issus de l'immigration algérienne, mais aussi donc des habitants de Nanterre et un universitaire qui s'appelle Gilbert Muri, voilà, qui était à l'université de Nanterre, justement, qui était récente. Et ensuite, à partir des quartiers populaires, les comités Palestine se sont développés dans les universités, voilà, justement dans ce contexte donc, de l'après 68. Et à ce moment-là, c'est surtout les mouvements pro-chinois, comme voilà, tout à fait, voilà, les maoïstes, la gauche prolétarienne, l'AGP, qui en fait s'est beaucoup engagé pour cette cause. Et en fait, le MTA, le mouvement des travailleurs arabes, en fait, est issu de la gauche prolétarienne. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que montrent les archives, les enquêtes et tout ça. Voilà, donc ils ont publié donc, des journaux en faveur de la Palestine. Ils ont beaucoup. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé dans ces périodes-là, il s'est passé une connexion entre en fait le mouvement, le milieu étudiant, universitaire, et le milieu ouvrier. Voilà. Et ça, c'est vraiment caractéristique de cette période. Et c'est pour ça que le MTA, donc mouvement des travailleurs arabes, a beaucoup mobilisé dans les usines, notamment en région parisienne, mais aussi à Lyon, dans la région lyonnaise. Voilà. Alors, bon, là-dessus, il y a déjà des choses qui ont été publiées sur ce sujet. Voilà, moi, je voudrais juste dire une dernière chose. En fait, chez ces militants de la gauche prolétarienne et du MTA, certains sont passés en fait à l'action clandestine et l'action armée. Donc il y a eu quelques enlèvements, attentats à Paris au tout début des années 70. Et effectivement, ça peut préfigurer ce qui ensuite va devenir Action Directe. Donc Action Directe, c'est à partir de la fin des années 70. Voilà, donc effectivement, voilà, notamment Mohamed Boudia, par exemple, qui a rejoint le FPLP. Donc lui, à partir du FLN, il passe ensuite au FPLP palestinien. Et voilà, il participe donc à des actions armées en Europe, grâce à ses qualités d'organisateur issu du FLN, en fait, enfin, voilà, qu'il a mis au service des Palestiniens. Donc voilà, donc effectivement, voilà. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour cette perspective historique, d'autant que l'INA montre aussi dans son travail qu'il y a une vraie connexion aussi à partir des années 2000 entre les mobilisations dans des bidonvilles qui sont toujours bidonvilles et puis l'université qui reste un bastion aussi. Et en fait, c'est vraiment la convergence entre ces différents milieux qui explique pourquoi aussi la cause de Georges Ibrahim Abdallah va progressivement être propulsée. Alors à partir de 99, mais surtout plus tard. Mais j'aimerais juste revenir sur ce contexte des années 80 avec toi avant de nous concentrer sur la période post-99, puisque il me semble aussi que dans ton travail, tu montres que même si le contexte de la violence armée
de la lutte armée du milieu des années 80 à Paris n'a pas empêché le début d'une mobilisation pour Georges Ibrahim Abdallah, qui était donc incarcéré dès 84. Donc est-ce que tu peux revenir sur ces premiers engagements militants en sa faveur, et comment ils se sont construits, dans quel milieu et à travers quel réseau? Oui, tout à fait. En fait, donc on le voit bien dans le film, mais du coup, dès le début des années 80, donc on est en plein dans les années de plomb. Et donc à Paris, il y a énormément de groupes armés révolutionnaires, italiens, allemands, français. Donc il y a l'Action Directe, les Brigades Rouges. Et puis il y a aussi donc des organisations qui venaient plutôt du Moyen-Orient. Donc il y avait donc le militant Anis Nakash, on en entend parler dans le film, qui était rallié à la révolution islamique. Il y a Georges Abdallah, il y a Carlos aussi, qui était aussi militant de la cause palestinienne. Et donc il y a tout ce monde-là à Paris, il y a beaucoup d'attentats, notamment en 82, il y a l'attentat de la rue des Rosiers en août, qui fait plusieurs morts. Et donc il y a un contexte voilà, de lutte armée. Et en fait, quand Georges Abdallah est arrêté, donc c'est en 84, juste après, il y a ceux qui sont appelés dans la mobilisation pour la libération de Georges Abdallah, les 4. Donc c'est Jean-Marc Grouillan, qu'on voit beaucoup dans le film, donc qui était en prison avec Georges Abdallah. Il y a Joël Aubron, Nathalie Ménigon et Georges Cipriani. Et donc ces 4 anciens militants de l'Action Directe sont incarcérés, et autour d'eux, il y a toute une mobilisation qui se met en place de soutien. Alors donc c'est des militants d'extrême gauche qui sont, il y a Suzanne qu'on voit dans le film et qui est elle vraiment une militante de la première heure. Puis il y a d'autres militants, d'autres figures comme Alain Pojola, donc qui est au NPA. Et en fait, c'est par Jean-Marc Grouillan que les autres militants entendent parler de son cas. Et voilà, donc il y a dès les années 80 une mobilisation de soutien à Georges Abdallah, qui vont lui rendre visite en prison et qui sont un appui pour lui. Du côté des mobilisations disons de l'immigration, par les anciens du MTA et des comités Palestine, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a quelques militants isolés qui soutiennent Georges Abdallah, qui sont solidaires de Georges Abdallah. Mais les années 80, c'est aussi le contexte de la marche pour l'égalité, donc en 83. Et là, les revendications des enfants d'immigrés, donc là, on est vraiment sur la deuxième génération qui a un peu la vingtaine, qui se mobilise pour l'égalité, qui se mobilise pour le vivre ensemble, pour une citoyenneté, ils appellent ça, oui, une nouvelle citoyenneté. Et donc, il n'y a pas vraiment de solidarité dans ces mobilisations-là. Alors même qu'ils portent des kéfiers pendant les manifs, il y a un soutien à la Palestine, mais pas du tout à la lutte armée. Et d'ailleurs, quand on tombe sur les archives de l'INA de cette époque, il y avait déjà des reportages qui font penser à ce qu'on a vu à la télé depuis 2015, immigrés, terrorisme, où ils vont voir des immigrés dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensent des attentats, et ils sont là à dire non, nous, on n'a rien à voir avec ça. Et donc, enfin, dès l'époque, voilà, il y avait cette tension, et donc il y a une forme de désolidarisation et qui est assez importante. Je crois que c'est en 86 où il y a une lettre ouverte à Georges Abdallah qui va être lue devant sa prison, donc à Fleury-Mérogis, par des anciens militants du MTA. Donc il y a Mognissa Abdallah, qui est un militant de l'immigration qui est toujours très actif aujourd'hui. Farida Aishoun, qui est un journaliste d'un média de l'époque qui s'appelait Baraka, et qui vont lire cette lettre devant sa prison, devant les journalistes, pour demander à Georges Abdallah de faire cesser les attentats. Parce qu'il y a encore des attentats, donc on en a vu dans le film qui demandent entre autres la libération de Georges Abdallah. Et donc voilà, donc il y a vraiment une tension au sein des espaces militants, et il faut vraiment attendre 1999 et la fin de la peine de sûreté de Georges Abdallah pour voir vraiment émerger une mobilisation un peu renouvelée pour sa libération.
Voilà, et ça tombe aussi avec un contexte de remobilisation pour la cause palestinienne de manière plus générale, parce qu'on est 7 ans après les accords d'Oslo, donc c'est un peu la désillusion des accords d'Oslo. Et puis il y a le début de la seconde intifada et une nouvelle génération de militants qui arrive et qui va se former sur les campus. Donc il y a deux grosses universités où on retrouve une mobilisation pour Georges Abdallah, c'est Toulouse Mirail et Paris-Nanterre. Mais il y a aussi d'autres mobilisations pour Georges Abdallah à Limoges, par exemple. Et donc voilà, et là il commence à y avoir des connexions entre des militants d'extrême gauche, des militants des quartiers populaires, et c'est comme ça que voilà, on va pouvoir retrouver des mobilisations assez inédites, comme à Bagnolet en 2013, où il y a des militants d'extrême gauche et des militants des quartiers populaires qui militent pour que Georges Abdallah soit citoyen d'honneur de la ville de Bagnolet. Bon, ça ne se fera pas parce que intervention du préfet à l'époque, et donc ça avait été validé. Puis ensuite, il y a eu des recours, et donc il n'a pas été citoyen d'honneur. Et donc voilà, il y a toute une mobilisation autour de Georges Abdallah et de la Palestine qui se renforce et qui est d'autant plus visible quand il y a des guerres à Gaza, donc en 2008-2009 et puis bien sûr en 2014. Oui, merci beaucoup Lina. D'autant que Alexandre, je crois aussi que donc, dans ta thèse, tu as abordé cette question de l'élargissement des soutiens en faveur des Palestiniens à partir des années 2000 et la manière dont cette question va notamment se connecter au Forum social européen et aux altermondialistes. Donc je te passe le micro tout de suite pour que tu nous en dises plus sur cette période et la manière surtout dont, je pense que c'est ce sujet qui nous intéresse ce soir, c'est la criminalisation de la lutte armée. C'est-à-dire comment dans ces années-là, on est aussi dans le contexte toujours post-Oslo puisqu'on arrive au terme de 99, c'est-à-dire à la fin en fait des 5 ans intérimaires qui devaient donner naissance à un État palestinien. Donc on est déjà au port de la deuxième intifada, mais comment ce cadre-là, pacifiste, on va dire, y compris au Moyen-Orient, sur d'autres scènes, comment en fait ces réseaux pro-palestiniens vont se greffer, pour le dire vite, au réseau anti-guerre. Donc deux questions dans une, c'est-à-dire le Forum social européen, l'élargissement de la cause et la connexion avec ce qui se passe au Moyen-Orient et l'antimilitarisme, on va dire. Oui. Oui. Alors effectivement, oui, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que dans les années 2000, au début des années 2000, c'est plutôt en fait la non-violence qui est vraiment mise en avant dans les mobilisations en France. Effectivement, en fait, par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient, donc l'intifada palestinienne et tout ce que ça provoque comme destruction et comme victime, eh bien, c'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé en fait lorsque j'ai enquêté sur les associations de solidarité en France, c'est qu'en fait, effectivement, la lutte armée n'est pas la solution. Elle n'est pas du tout mise en avant, et c'est plutôt, en fait, effectivement, promouvoir une culture de la paix. C'est ça qui est vraiment mis en avant, en fait, par les associations, je pense, les plus importantes, les plus visibles. Et alors, je pense que ça s'explique par le fait que les acteurs des mobilisations en France sont des associations et des ONG en fait pacifistes. Voilà. Par exemple, la Ligue des droits de l'homme, la LDH, le MRAP, l'association France-Palestine Solidarité, la FPS, qui est toujours très active jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en fait, ceux qui animent les mobilisations, effectivement, mettent en avant en fait, la solidarité, l'envoi de délégations en Palestine. Il y a eu beaucoup de très nombreuses délégations donc de citoyens et aussi d'élus locaux en Palestine et en Israël, donc tout au long des années 2000.
Et effectivement, alors oui, alors les forums sociaux européens, effectivement, c'est un moment important parce que c'est le moment, enfin, dans le cadre des grands forums sociaux qui ont lieu en Europe, les Palestiniens sont invités. Alors la question, c'est de savoir qui est invité. Parce que justement, ça renseigne un petit peu sur en fait quelle est la stratégie un peu du mouvement de solidarité et aussi des Palestiniens aussi. Quelle est leur stratégie à eux, donc les ONG palestiniennes. Et en fait, une des figures qui est la plus présente dans les forums sociaux européens, c'est Mustapha Barghouti, voilà, qui est un médecin, donc, qui est en fait le porte-parole du PINGO, le Palestinian Non-Governmental Organizations, donc qui est en fait un réseau d'ONG palestiniennes, qui est comment dire, très important à cette période. Donc là, en fait, le premier forum social européen, c'est à Gênes, le Genoa Social Forum, en 2002, ou 2001 plutôt. Et ensuite, il y a d'autres forums sociaux qui se suivent, à Florence, à Paris et autres. Et donc c'est donc Mustapha Barghouti qui est invité à prendre la parole dans ce cadre-là. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui parle très bien l'anglais, qui est un très bon orateur, voilà, et qui est capable de transmettre des émotions en fait au public. Et moi je me souviens, il y avait quand même plusieurs milliers de personnes dans les conférences, les meetings. Donc surtout en Italie, c'était très émotionnel. Et voilà, donc on peut comprendre pourquoi c'est lui qui est mis en avant. Et lui, donc bien sûr, il défend voilà, l'action directe, mais non violente. Et donc il rejette tout à fait le recours à l'action armée. Et c'est ce PINGO donc, qui accueille les délégations, les délégations de Français, d'Italiens, voilà, enfin, les Européens qui vont en Palestine pour mener des actions de solidarité sur place. Donc des manifestations, voilà, des conférences et tout ça. Et c'est grâce au PINGO que ça a eu lieu. Voilà, et c'est aussi grâce à ces ONG que les collectivités, enfin que les villes en France ont pu développer des coopérations, des jumelages avec donc des localités palestiniennes, avec des villes palestiniennes, camps de réfugiés, villages, villes. Voilà, tout ça, c'est grâce à cette action militante, donc à cette période-là. Voilà. Merci Alexandre. Oui, les missions civiles en Palestine jouent un rôle fondamental en fait dans l'action, les mouvements de solidarité, les réseaux transnationaux en fait à partir des années 2000. Je voudrais revenir pour terminer, comme ça on laisse ensuite les questions pour la salle, brièvement sur ces dissensions internes entre les différents collectifs et organisations en soutien aux Palestiniens en France, aussi bien les organisations françaises, donc AFPS, l'Union juive française pour la paix, sur la question de faut-il ou non, enfin à quel point se mobiliser pour ce prisonnier. Certains, on sait, se mobilisent individuellement, mais pas à titre collectif. Enfin, si tu peux revenir sur ces tensions-là, est-ce que c'est la lutte armée qui cristallise ces tensions? Est-ce que c'est d'autres raisons? Et comment même au sein, j'allais dire, des militants palestiniens, c'est également très compliqué et que tout le monde n'est pas d'accord sur soutenir cette figure qui, notamment à partir de la crise syrienne et de la guerre civile en Syrie en 2011, a cristallisé encore une fois de nouveaux antagonismes autour de cette figure. Oui, tout à fait. Enfin, c'est une mobilisation qui est assez éclatée. Il y a plein de collectifs très différents, d'extrême gauche, des collectifs plutôt qui se revendiquent des quartiers populaires, etc. Et j'ai relevé 3 grands clivages qu'on retrouve dans cette mobilisation pour la libération de Georges Abdallah. Le premier, c'est celui de la lutte armée. Le deuxième, c'est la question de l'islam, et notamment depuis 2001, c'est un peu le tournant, donc au début des années 2000, et la Syrie depuis 2011. Et oui, bien sûr, en fait,
disons que dans la mobilisation pro-palestinienne en France, on a différents types d'organisations. Donc, il y a Nicolas Dodt-Pouillard qui les différencie en parlant justement de réseaux de plaidoyer protestataires et des radicalités armées. Et c'est vrai que dans la mobilisation pour Georges Abdallah, des associations de plaidoyer donc, qui s'appuient vraiment sur le droit international, comme la FPS, ont beaucoup plus de difficultés à vraiment soutenir la mobilisation de Georges Abdallah et ne vont pas le faire de manière très visible, même si l'association ne s'y oppose pas du tout. Mais en tout cas, ça ne fait pas partie de ses principales revendications. Et bien sûr, il y a aussi le fait que Georges Abdallah est accusé de terrorisme, et que ce soit vrai ou non, ça pèse aussi sur les possibilités de se revendiquer, de revendiquer sa libération en France dans un contexte qui est marqué par de nombreux attentats depuis quelques années. Et puis depuis 2011, et ça aussi, il faut le comprendre aussi comme la conséquence d'une mobilisation qui est assez importante pour les pays d'origine, parce que pour beaucoup de militants de la cause de Georges Abdallah, il y en a beaucoup qui sont originaires du Maghreb ou de certains pays arabes. Beaucoup suivent énormément l'actualité arabe, se sont mobilisés en France, place de la République, pendant le Hirak en Algérie, sur le Vieux-Port, pendant la Révolution tunisienne. C'est des personnes qui s'intéressent aussi à la pensée arabe, et donc la question syrienne, elle est importante, et elle est vraie source de tension. Et en effet, c'est très difficile de faire parler les militants sur leur position vis-à-vis de la Syrie, parce qu'on sent que c'est tabou, mais il y a eu énormément de problèmes principalement depuis 2014, notamment des collectifs qui ont implosé à Toulouse, parce que des militants n'étaient pas d'accord sur la position pro-Bachar ou la position du Nini, c'est-à-dire ni Bachar ni impérialisme américain, et puis d'autres qui se positionnent vraiment en faveur de la révolution syrienne. Et donc, en effet, ça a créé pas mal de problèmes. Et puis, il y a même certains intellectuels syriens qui se sont désolidarisés, pas désolidarisés, mais qui ont arrêté de se mobiliser lors des manifs pro-palestiniennes, justement parce qu'il y avait trop de militants pro-Bachar, et que du coup, ça a créé un climat pas très agréable. Et puis il y a aussi bien sûr la question de l'islam, entre une génération de militants qui pratiquent la religion et des militants d'extrême gauche d'une autre génération un peu laïcard qui vont pas forcément voir d'un bon œil certains militants qui se revendiquent musulmans, et aussi qui du coup soutiennent la révolution syrienne, alors que ceux-là vont en général être plutôt pro-Bachar. Et donc tous ces clivages-là sont liés entre eux, et donc voilà, ça crée pas mal de dissensions en interne. Merci Elina, merci Alexandre. Et à la prochaine table ronde du CAREP. Très bonne soirée à vous, et à bientôt.